Comment relancer le crédit immobilier? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui en plateau avec Cécile Roclor. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des études d'Empruntis. On a souvent évoqué ensemble le sujet du taux d'usure sur ce plateau qui bloquait un certain nombre de crédits immobiliers. Ça n'est pas le seul sujet que nous allons évoquer aujourd'hui pour tenter d'expliquer ce recul en volume du nombre de crédits immobiliers accordés en 2022, voire même début 2023. Alors les chiffres de l'Observatoire Crédit Logement le montrent et la profession le constate au quotidien. Difficile de passer à côté depuis quelques mois. Alors au départ, ça s'est moins vu, ou en tout cas certains acteurs ne le voyaient pas. Nous les courtiers, on est en avance de phase sur l'analyse des marchés puisque les emprunteurs viennent nous voir dès les calculs de capacité d'emprunt. Donc on voit tout de suite quand ça va commencer à se gripper. On alertait déjà depuis le mois d'avril. Ça a commencé à se voir réellement au mois de juillet. Gros blocage, c'est octobre. Et clairement, ce début d'année, il est sous le même signe que les 8 mois qui ont précédé, avec un accès beaucoup moins facile au crédit, clairement, depuis quelques mois maintenant. Pourtant, il y a eu un certain nombre de débats sur le taux d'usure, la méthode de calcul du taux d'usure. Les courtiers et la profession ont obtenu gain de cause. On est passé sur une méthode de calcul en mensuel et non plus en trimestriel. Donc ça a donné un petit peu de souffle finalement à ces crédits immobiliers. Ah oui, alors c'est vraiment, enfin, on ne va pas bouder notre plaisir, hein, on l'attendait tous. C'est pas non plus la grande révolution puisque au lieu de calculer le taux d'usure tous les trimestres, on le calcule tous les mois, toujours sur un trimestre dans le rétroviseur. Donc on a toujours un décalage dans le temps. Sur la moyenne utilisée ou sur la moyenne constatée? Sur la moyenne, effectivement, des taux pratiqués par les banques le trimestre précédent. Donc, effectivement, le calculer tous les mois, ça évite d'avoir un trou d'air pendant 3 mois. On a un trou d'air pendant quelques semaines, 2-3 en fonction des remontées des barèmes des banques, puisque ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un nouveau taux d'usure en début de mois, les banques, elles aussi, éditent leur nouveau barème. En général, elles vont plutôt aller chercher l'équivalent de la hausse du taux d'usure parce qu'elles sont très en retard sur le coût du crédit depuis plusieurs mois. Mais effectivement, chaque début de mois, on a une petite semaine où on peut passer des dossiers qui étaient en souffrance. Donc ça s'améliore, mais ce n'est pas encore le paradis. Donc c'est une course sans fin un peu ce que vous nous dites, c'est que dès qu'on augmente le taux d'usure, on a les nouveaux barèmes des banques qui arrivent et donc mécaniquement on se retrouve dans la même situation que le mois précédent. Alors oui, jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre. En fait, aujourd'hui, les banques, elles cherchent à rattraper le retard les 6-7 premiers mois où on a eu le blocage du taux d'usure, où elles ne pouvaient pas remonter leur taux, alors même que le coût de l'argent pourrait le remonter de façon forte. Donc pour l'instant, on est dans la roue du taux d'usure pour arriver à rattraper ce retard. Quand on va l'avoir comblé et qu'on va être revenu à une situation normale, on n'aura plus besoin de cet écart. C'est d'ailleurs pour ça que l'évolution du taux d'usure, elle est censée s'arrêter au mois de juillet. D'accord. Est-ce que ça sera suffisant? Ça risque d'être un peu court, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'argent qu'on regarde quand on est une banque, c'est l'OAT 10 ans, les obligations assimilables du Trésor. Bien sûr, et aujourd'hui, on est à 3%. Quand vous prêtez en moyenne à 3% sur 20 ans, voire à peine plus sur 25 ans, ça veut dire que vous ne faites pas d'argent. D'accord. Donc mécaniquement, on devrait arriver à des taux de crédit moyens autour de 4%, c'est ça? Oui, c'est la perspective. Juillet. Exactement, Nicolas. On est sur un écart en général. Les banques parlent de 100 points de base entre le coût de l'argent et les taux de crédit. Si mon argent me coûte 3, il va falloir que j'aille chercher un 4% en taux facial pour le crédit immobilier. Donc oui, probablement du 4% à partir de l'été. Bon, le taux d'usure donc sera recalculé pour le mois de mai. En l'occurrence, pour ce qui est du mois d'avril, il est à 4,24. Alors pour les crédits 20 ans et plus, oui, bien sûr. On regarde le plus. Avec une moyenne constatée sur les 3 derniers mois de 3,18. Est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle hausse importante du taux d'usure pour le mois de mai, Cécile Roclor? Alors c'est toujours un peu boule de cristal, c'est comme l'évolution des taux, hein, mais on va se risquer pour 20 points de base environ, comme les mois précédents. C'est ce qu'on constate depuis le mois de janvier. C'est ce qu'on constate aussi dans les évolutions de taux. Alors chaque mois, c'est variable en fonction des banques et de leur stratégie et de leurs besoins de liquidité. Sur le dernier mois, on a constaté plutôt des hausses autour de 20 points de base, quasiment comme le taux d'usure. On a quand même des établissements qui sont allés chercher du 30, du 50 points de base en augmentation, parce que ces établissements-là ont besoin de plus aller emprunter sur les marchés et donc sont plus soumis à cette pression financière. Mais oui, il y a fort à parier qu'on ait 20 points de base supplémentaires et qu'on aille chercher un 3,40 ou un 3,44 pour le prochain mois. Sachant qu'il y a peut-être aussi un petit peu de stratégie commerciale de la part des banques, on peut le voir aujourd'hui dans la manière dont les taux sont calculés chez certaines banques ou pas forcément, oui. On le verra plutôt en fin d'année? Non, ça se voit au moins le mois, puisque en fait, effectivement, le prix du crédit, c'est l'aspect visible de la stratégie commerciale. Alors, c'est pas le seul. Je peux avoir une stratégie commerciale en tant qu'établissement orienté sur certains profils, un niveau de risque. Mais clairement, si je facture très cher le crédit, c'est que j'ai envie de moins gagner de clients, ou en tout cas que j'estime que ça me coûte trop cher de gagner des clients. Si je suis par contre sur la rétention de mes prix, c'est que j'ai envie d'être offensif et de prendre des parts de marché, ou en tout cas que j'ai les liquidités pour le faire.
Bon, alors, il y a un autre point bloquant en matière de crédit immobilier, qui est en tout cas identifié comme bloquant pour la profession, c'est les normes HCSF. Alors, ces normes HCSF, elles sont pour le coup assez récentes, elles sont contraignantes depuis à peine un an. Et effectivement, avec la hausse des taux, on entend de plus en plus qu'elle bloque un certain nombre donc, de crédits, puisque je rappelle que les deux grandes mesures phares, c'est notamment le fait de ne pas pouvoir octroyer des crédits après 25 ans, donc c'est un maximum de 25 ans, et c'est un maximum d'endettement de 33-35%, sauf cas exceptionnel. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être remis en cause, sachant que Bercy s'est montré plutôt ouvert à l'idée d'y réfléchir, en tout cas, disons-le comme ça, et qu'il y a des travaux en cours à l'heure actuelle, donc avec évidemment le Haut Conseil pour la stabilité financière, mais en plus de cela, la Banque de France. Alors, les normes du HCSF, qui sont effectivement, vous l'avez rappelé, devenues des exigences depuis le 1er janvier 2022, elles ont toujours eu un impact sur l'emprunt. Parce qu'en fait, quand vous bordez 35% de taux d'endettement assurance de prêt inclus, ça veut dire que quand vous avez des ménages qui ont un problème de santé, qui ont passé 40 ans, l'assurance de prêt pèse plus et elle vient rogner leur capacité d'emprunt. Les 25 ans plus 2 ans si vous faites du neuf, oui, dans l'absolu, pourquoi pas, mais en fait, on a une durée de vie qui s'allonge, les crédits ne sont pas conservés 10 ans, donc pourquoi pas allonger la durée pour maîtriser le budget? On est dans une période d'inflation, maîtriser son budget, c'est essentiel. Puis vous évoquiez l'enveloppe dérogatoire, les banques peuvent pour 20% de leur production trimestrielle sortir de ces règles, sous réserve d'avoir un quota plus important pour la résidence principale et pour les primo-accédants par rapport à tous les autres. Donc ces règles, elles sont pas contraires au marché dans une période où le crédit, elle est très bien. Des règles d'ailleurs qui ont été dictées dans l'objectif de protéger l'épargnant et d'éviter de se retrouver dans une situation de surendettement vis-à-vis d'un certain nombre d'épargnants. Tout à fait, mais ça serait se dire que les banques, en fait, elles ne maîtrisent pas ça. Et en France, on se plaint parfois de la trop grande frilosité ou fragilité des banques sur ces sujets-là, à dire, en fait, on ne fait pas évoluer notre politique de risque. Pour le coup, c'était un vrai atout. Elles maîtrisent leur risque. Aujourd'hui, c'est plus bloquant parce que plus votre taux de crédit augmente, plus votre capacité d'emprunt elle est rognée par les intérêts, bien sûr, mécaniquement. Donc, quand vous mettez une borne qui est 35% assurance de prêt incluse, si vous n'avez pas de chance et que vous avez eu un pépin de santé et que l'assurance emprunteur coûte plus cher, mais qu'en plus, vous avez besoin d'emprunter avec un taux un peu plus élevé, voire le double ou le triple de l'année dernière, bien sûr, forcément, votre capacité d'emprunt, elle fond comme neige au soleil. Et en face, vous n'avez pas des prix qui baissent dans les mêmes proportions. Donc oui, c'est contraignant. Et puis, il y a une mécanique qui est un peu étrange, c'est quand on dit aux emprunteurs, choisissez votre assurance emprunteur, faites comme bon vous semble, vous êtes libre à tout moment d'en changer. Bien sûr. Pourquoi figer l'assurance emprunteur dans l'accès au financement et donc dans le taux d'endettement? C'est quand même un peu ambigu comme posture. Donc oui, aujourd'hui, ça bloque des emprunteurs et ça en bloque de différents aspects. Les investisseurs locatifs sont en difficulté avec le taux d'endettement parce que c'est vos loyers qui vont venir payer une partie de votre crédit. Donc pourquoi borner un 35% de taux d'endettement? Les ménages les plus modestes qui ont besoin d'emprunter sur des durées plus longues et donc qui ont un coût de crédit plus important, et ceux qui ont des problèmes de santé. En fait, aujourd'hui, on est en train de graver dans le marbre, on a gravé dans le marbre des règles qui s'appliquaient à un marché qui allait très bien. Le marché n'est plus le même aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait voir ces normes HCSF évoluer ou c'est un vœu pieux à l'heure actuelle? Si on s'était vu il y a quelques mois, on se serait dit le taux d'usure n'évoluera jamais vu la situation dans laquelle on est. C'est vrai, et finalement, et d'ailleurs on s'y attendait pas beaucoup au début, finalement ça y est. On n'y croyait plus en fait. On n'y croyait plus. Non, il y a aujourd'hui des raisons de penser que ça peut évoluer. D'abord parce que les banques elles-mêmes trouvent qu'aujourd'hui tout est trop contraignant et elles ont envie de continuer à soutenir l'immobilier parce qu'en fait c'est leur façon de gagner des clients aujourd'hui et puis que ça contribue à répondre aux attentes de leurs clients. Donc les banques sont volontaires, elles-mêmes trouvent que le carcan est un carcan de trop dans une situation déjà tendue. Et puis, il faut faire confiance aux établissements financiers qui prêtent. Les politiques de risque, c'est leur acabit et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis, encore une fois, les prix étant ce qu'ils sont et les taux étant ce qu'ils sont, les ménages les plus fragiles ont déjà naturellement moins accès au crédit, malheureusement. Et donc, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est qu'une des solutions, ce serait de sortir l'assurance emprunteur du calcul donc des 35%, puisque mécaniquement, on a le droit aujourd'hui de changer d'assurance emprunteur à tout moment, donc on va calculer à un instant T un ratio d'endettement qui pourra évoluer un mois après parce qu'on aura trouvé une assurance emprunteur moins chère. Le lendemain, Nicolas, en fait, parce que aujourd'hui, vous avez la possibilité avec la loi Lemoine qui a été mise en application depuis le mois de septembre 2022 de changer d'assurance à tout moment. Et en fait, on est ambigu sur la posture parce que si on dit aux emprunteurs, en fait, l'assurance de prêt n'est pas un problème, vous pouvez en changer quand vous voulez, vous pouvez choisir vos règles du jeu à chaque instant, mais par contre, quand je vais vous octroyer un crédit, je vais prendre en considération un moment, et c'est ça qui va faire que ça passe ou ça passe pas. Et c'est un peu
illogique, tout comme de toute façon l'intégration dans le TAEG qui pose problème avec le taux d'usure. Pour nous, c'est deux évolutions qui sont importantes. Et puis l'enveloppe. Aujourd'hui, les banques sont nombreuses à dire que c'est difficile de piloter une enveloppe à la taille d'un réseau avec des quotas en étant sûr de ne jamais dépasser le quota. Parce qu'on est sur une enveloppe de 20% à l'échelle du réseau, c'est ça? Exactement, 20% de la production nouvelle trimestrielle. Donc on est sur un compteur qui se remet à zéro tous les trimestres. Et effectivement, sur l'ensemble de vos agences, donc quand vous êtes un grand réseau, piloter ce genre de dispositif, c'est toujours compliqué. Donc les banquiers ont tendance à serrer un peu et à ne pas utiliser la totalité de l'enveloppe parce qu'en fait, en cas de contrôle, les sanctions pourraient tomber. Ah bon, c'est un sujet qu'on va suivre de près dans Smart Patrimoine. Est-ce qu'il y a un calendrier à suivre, Cécile Roclor, justement pour comprendre si le ministère de l'économie et des finances ou la Banque de France se montrent ouverts ou non sur une évolution de ces normes HCSF? On va regarder avec attention la période avant l'été. Il est peu probable que si la situation se règle pour la rentrée de septembre, il ne se passera plus rien sur ces normes-là. Par contre, on a des dates de rendez-vous pour le HCSF au mois de juin. Donc on a encore 2 mois devant nous. Et puis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise au mois de mai. Entre deux ponts, d'avoir une nouvelle du HCSF, ça serait une excellente nouvelle pour les emprunteurs pour enfin avoir un printemps de l'immobilier. On ne l'a pas eu cette année et il va bientôt se terminer. Merci beaucoup Cécile Roclor d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice des études d'empruntisme. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout de suite sur Bismart.